Il y a en France d'innombrables offres de formation en hypnose. Alors, comment faire un choix, ou du moins un choix éclairé? Ça, c'est un euphémisme de dire que c'est plutôt difficile. Vous savez, il y a des questions d'ego qui affublent l'hypnose de tellement de qualificatifs que le lecteur, le patient et le candidat à une formation sont souvent complètement désorientés. Comment vous voulez choisir entre l'hypnose clinique ericksonienne, nouvelle, compassionnelle, spirituelle, rapide, flash, etc., sans oublier évidemment euh, l'hypnose de spectacle qui véhicule des croyances et des fantasmes qui n'ont strictement rien à voir avec l'hypnose médicale. Alors, dans l'éventail de ces offres, il y a vraiment à boire et à manger. Et pour moi, l'hypnose a toujours été et demeure clinique. Pour autant, ça n'est pas le seul critère qui doit emporter le jugement. Non, non, très clairement, une fois un cursus terminé, cela ne signifie absolument pas que la personne est capable d'exercer auprès de patients. C'est comme pour tout, hein. On peut très bien acquérir les connaissances nécessaires à la pratique d'un instrument de musique. Ça ne signifie pas pour autant que l'on est en mesure de jouer de cet instrument avec talent. Alors, sera-t-on forcément mauvais? Non, pas forcément mauvais, mais pas forcément efficace non plus, et surtout pas forcément talentueux. Alors, quelle qualité pour devenir hypnothérapeute, au-delà d'une formation? Je dirais beaucoup de prudence, beaucoup d'humilité, une bonne dose d'audace et surtout, beaucoup de lâcher prise. Il y aura toujours des praticiens très mécanistes, que ce soit par manque de confiance, par manque d'enthousiasme ou encore par peur de l'engagement. Et puis, il y a les praticiens de talent. Ce que ça signifie pour moi, pour moi, un praticien de talent, c'est un praticien qui n'a pas peur de se lâcher. Voilà, de laisser s'exprimer son inconscient. Une séance d'hypnose, ça ne se prépare pas, ça n'est pas de la stratégie. C'est seulement quand le praticien est lui aussi dans un état de conscience modifié que les deux inconscients, le sien et celui du patient, peuvent se rapprocher jusqu'à créer une zone commune dans laquelle va se jouer l'action thérapeutique. L'hypnose, c'est cette communauté d'inconscients, c'est cette transmission, cette zone de partage. Et quand je parle de transmission, comprenez-moi bien, je ne suis pas en train d'évoquer une quelconque action volontaire du praticien visant un changement chez le patient. L'action se produit seulement parce que le praticien ne veut rien, il ne souhaite rien, il n'est pas tacticien, il jette juste un pont vers l'autre. Ah, mais ça non plus, hein. Il ne faut pas se le cacher, hein. Il faut dire les choses très clairement. Oui, l'hypnose peut être dangereuse lorsqu'elle est pratiquée par des personnes qui n'ont pas les connaissances de psychopathologie suffisantes, d'une part, et qui, d'autre part, n'ont pas fait de thérapie personnelle. Alors pourquoi? Tout simplement parce que sans connaissance de la structure d'un patient, on court le risque de le voir décompenser et en fait de le faire décompenser, soit par le biais d'une catharsis qui serait trop violente, soit par le fait même de la dissociation qui caractérise l'état hypnotique. Bon, on pourrait évidemment développer sur le sujet de la structure, mais là, ça serait carrément un cours sur la psychopathologie. Et bien, je vous ai dit tout à l'heure que le praticien, lorsqu'il se lâche, jette un pont vers le patient. Cette notion de passage est pour moi essentielle. Passage, passage au sens de franchissement, et même au-delà, hein, entendu comme un véritable rite de passage.
Lâcher prise, c'est accepter ce qui est considéré la plupart du temps comme un risque. C'est absurde, hein. Bon. C'est s'ouvrir à l'inconnu de ce qui se dévoile à nous seulement parce que nous ne sommes pas dans la veille habituelle. Vous savez, pour moi, chaque séance d'hypnose est un véritable voyage initiatique. Chaque thérapie par hypnose est un parcours initiatique, une succession de franchissements. Des espaces paralysés se mettent en mouvement, se mettent à vivre. Et tout cela parce que dans la zone de rencontre entre deux inconscients, ce qui met les choses en mouvement, c'est l'émotion. Pas l'intellect, l'émotion. Sans émotion, pas de magie en thérapie. Les praticiens qui lisent des textes ou qui récitent des textes, des praticiens qui ne se lâchent pas, il y en a énormément. Si le thérapeute n'est pas lui-même en hypnose, s'il ne transmet pas la vibration des émotions, il ne se passe strictement rien. Oui, pour en revenir à la formation, désolé si je vous parais un peu abrupte, mais il faut vraiment arrêter ce bourrage de crâne totalement stérile qui consiste à travailler des métaphores, à construire des phrases, à mettre une virgule ici. Il y a évidemment quelques bases indispensables à connaître, mais juste le socle nécessaire. Après, c'est justement le talent. Et dans le matériau qui est verbalisé par le praticien lui-même en état de conscience modifié, il y a toujours plusieurs niveaux de lecture par le patient et ça n'est jamais le niveau de premier degré qui va le marquer le plus profondément. C'est certainement pas non plus ce premier degré qui va travailler dans la durée. Parce qu'encore une fois, ce qui parle à l'inconscient va être lu dans le langage de l'inconscient. Et le langage de l'inconscient, qu'est-ce que c'est? C'est celui des symboles, c'est celui des signes, c'est surtout celui de l'émotion. Vous comprenez alors que ce qui se passe dans cette fameuse zone de rencontre entre deux inconscients ne doit pas être la projection des névroses du praticien, d'où la thérapie personnelle de celui-ci, qui est pour moi la condition indispensable pour que le matériau soit le moins influent possible.